Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment fascinant, les attentes de la génération Z au Maroc, et surtout comment elle pourrait bien redéfinir l'innovation territoriale là-bas. Mhm. Au cœur de notre exploration, il y a un concept qui intrigue, le design engagé. On va voir que cette génération, ce n'est pas juste une catégorie d'âge, mais plutôt, comme le dit notre source, un révélateur. Oui, un révélateur des transformations nécessaires ou en tout cas possibles au Maroc. Exactement. Et notre discussion, elle va s'appuyer sur des extraits, des idées fortes d'un article de Mahdi Naïm. Le titre, c'est Génération Z, design engagé et innovation territoriale au Maroc. C'est vraiment ça qui va guider notre analyse. D'accord. Alors, notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer ensemble ce que veut dire ce design engagé. Comment il répond ou pourrait répondre aux désirs, aux aspirations de cette Gen Z marocaine. Et puis, pourquoi l'auteur pense que c'est potentiellement un tournant pour le pays. C'est un enjeu important, oui, qui touche à plein de choses. Le social, le culturel, l'économie aussi. Bon, alors allons-y. Explorons ça de plus près. Ok, pour commencer, qui est-elle, cette génération Z marocaine? L'article la décrit, sans grande surprise au départ, comme très connectée, née avec le numérique. La génération Internet, quoi. C'est ça, ils vivent dans un monde où tout va très vite, l'info circule, la technologie redéfinit les possibles. Mais ce qui est plus spécifique d'après le texte, c'est leur définition de la réussite. Elle semble différente. Oui, ça c'est vraiment un point clé de l'analyse. Pour cette génération, telle que l'article la présente, réussir sa vie, ça ne se mesure plus seulement en termes de carrière classique ou de gros salaire. Qu'est-ce qui compte alors? Eh bien, ce qui semble vraiment primer, c'est la quête de sens, l'impact concret, que ce soit social, environnemental, la volonté de contribuer à quelque chose qui les dépasse. Ça semble être un moteur fort. C'est une rupture assez nette avec, disons, les générations précédentes, peut-être. C'est ce que suggère l'article, oui. Une différence d'aspiration assez marquée. Et l'auteur ajoute aussi autre chose, une tendance à tout questionner, à ne pas prendre pour argent comptant les modèles hérités, une sorte d'esprit critique permanent. Tout à fait. Et c'est là que ça devient intéressant quand l'auteur utilise ce mot « révélateur ». C'est un terme fort, quand même. En lumière des tensions, voire des contradictions au cœur de la société marocaine, de son modèle de développement actuel. Elle révèle quoi concrètement d'après l'article? L'article pointe un dilemme assez majeur pour le Maroc. D'un côté, il y a eu, c'est indéniable, des progrès, des réussites, des infrastructures modernes, des avancées technologiques, des succès économiques. Oui, le pays a beaucoup bougé. Voilà. Donc, la tentation, ce serait de dire, on continue comme ça, on optimise ce qui marche déjà. La logique de l'amélioration continue, classique. Exactement. Sauf que, de l'autre côté, il y a cette jeunesse. Nombreuse, connectée et surtout exigeante. Une jeunesse qui, d'après l'analyse, ne se satisfait plus tout à fait de ce modèle-là. Elle demande autre chose. Plus de participation, plus de sens, qu'on prenne mieux en compte les défis sociaux, écologiques. Elle questionne la pertinence de certains projets par rapport à l'avenir, en fait. Et donc, ignorer ça serait risqué. D'après l'auteur, oui. Le risque, c'est plus qu'une simple fracture générationnelle. C'est de passer à côté d'une énergie, d'une force de proposition énorme. Le dilemme, c'est donc, est-ce qu'on optimise l'existant, au risque de se couper de cette jeunesse, ou est-ce qu'on saisit l'occasion pour oser réinventer les pans du territoire, de l'économie, en intégrant cette génération comme un vrai partenaire. Et c'est là qu'elle agit comme un révélateur. C'est ça. Elle force à se poser des questions stratégiques. Quelle direction on prend? Et c'est justement dans ce contexte que l'article amène cette idée de design engagé. Comme une piste, une approche peut-être plus en phase. Mais avant de la définir, il la distingue du design marocain plus traditionnel, on va dire. Oui, c'est important de faire cette différence pour saisir ce qu'il y a de nouveau. Le design marocain, tel qu'on le connaît souvent, est très lié à l'identité, au patrimoine. L'artisanat, les motifs. Exactement. Le zélige, le bois, le cuir, des savoir-faire incroyables, une esthétique très riche. C'est une fierté et c'est légitime. Très axé sur l'héritage, donc. Voilà. Et c'est là que l'article de Naïm soulève une limite potentielle, aujourd'hui. Un design qui serait trop tourné vers le passé, qui répéterait les mêmes codes, même en les réinterprétant. Ça risque de ne plus suffire. Pas suffisant pour quoi? Pour répondre aux défis actuels? C'est ça. Notamment ceux que pose cette Gen Z. Il manquerait peut-être une dimension plus prospective.
La capacité à utiliser le design pour construire l'avenir, pas seulement pour célébrer le passé. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait que ce design engagé serait différent, plus pertinent selon l'auteur? Le mot engagé, il est essentiel. Ce n'est pas juste une posture, c'est un engagement dans l'action, dans l'impact recherché. Si on suit le raisonnement de l'article, ce design-là, il devient un outil de transformation. Ça dépasse la simple esthétique ou le clin d'œil au patrimoine? Ah oui, largement. Il est vu comme un levier pour l'innovation sociale, économique, culturelle. L'auteur parle même d'émancipation, individuelle et collective. Et le lien avec la tradition, il disparaît? Non, pas du tout. L'idée n'est pas de nier cet héritage. Au contraire, c'est de le connecter avec la modernité, les technologies, les aspirations d'aujourd'hui. Mais, et c'est là le point clé, sans tomber dans la copie ou la nostalgie. C'est puiser dans les racines pour créer du neuf, du pertinent pour maintenant et pour demain. Et ça se traduit comment, concrètement? C'est plus dans la fonction, l'usage? C'est tout à fait ça. L'idée forte, c'est de transformer un espace, une place, un quartier ou un objet du mobilier urbain, un produit revisité, ou même un service, une appli, un parcours touristique, en un outil. Un outil qui génère une expérience, un apprentissage. On n'est plus dans la contemplation. Non, on est dans l'interaction, l'appropriation. L'utilisateur devient acteur. Je vois. Et le but ultime, c'est l'impact. Un impact concret, mesurable. Ça peut être social, créer du lien, inclure, économique, développer des compétences, créer des revenus, ou écologique, utiliser des matériaux durables locaux. Le design est au service d'une finalité qui le dépasse. D'accord. Et l'auteur souligne un autre point. Créer des projets qui sont ancrés localement, au Maroc, mais qui ont aussi un potentiel pour rayonner à l'international. Pas comme des objets exotiques, mais comme des solutions innovantes. C'est très clair. Et ça résonne fortement avec son disait sur les attentes de la Gen Z. Justement, l'article détaille ces attentes. C'est là que ça devient vraiment intéressant, de voir comment ça colle. Oui, la connexion est assez directe. L'analyse de Naïm liste plusieurs points qui forment une sorte de cahier des charges pour les projets qui voudraient les impliquer. Qui dépasse le simple côté pratique ou financier. Créer devient une action presque citoyenne. C'est ça. Ça rejoint leur définition de la réussite dont on parlait. Ensuite, l'article insiste sur la transversalité. Fini le travail en silo. Ah oui, vrai. C'est-à-dire? Ils attendent que le design se mélange, s'hybride avec d'autres domaines. La technologie bien sûr, mais aussi les sciences humaines, sociales, pour comprendre les contextes. L'entrepreneuriat, pour la viabilité. L'écologie, pour la durabilité. Une approche globale, intégrée. Exactement. Troisième point, et c'est peut-être le plus radical, la participation. Ils ne veulent plus qu'on décide pour eux. C'est ça. Ils veulent être dans le coup, co-créer, co-construire. On passe d'une logique où on leur prescrit des solutions à une logique où on collabore ensemble. Ça implique un sacré changement de posture pour les concepteurs, les décideurs. Ah oui, ça demande plus d'écoute, de souplesse, accepter que le processus soit moins contrôlé, plus ouvert. Et enfin, dernière attente clé, l'ouverture. Ouverture sur quoi? Sur le monde. Oui, s'inspirer du local, de l'identité marocaine, c'est fondamental, mais sans enfermer. Ils veulent pouvoir intégrer des influences d'ailleurs, collaborer à l'international, faire partie de réseaux plus larges. Sens, transversalité, participation, ouverture. C'est un programme exigeant mais aussi très porteur, non? Oui, c'est très révélateur. Ça montre une volonté d'engagement réel, d'apprendre en faisant. Ce n'est plus une génération qui veut juste consommer son environnement, elle veut comprendre, agir, voir l'impact. Et cette demande de transversalité, c'est pas juste pour faire joli. Non, ça montre qu'ils ont compris que les problèmes d'aujourd'hui sont complexes. Ils ne se règlent pas avec une seule casquette. Il faut croiser les regards, les compétences. C'est une vision assez mature de l'innovation, en fait. Pour que ce soit moins abstrait, l'article donne un exemple. À Essaouira, ça illustre bien la différence entre une approche, disons, classique et une approche design engagé. Ça concerne l'éclairage public. Oui, cet exemple est bien choisi. Il rend les choses très concrètes. Alors, l'approche classique, pour éclairer Essaouira, ce serait quoi d'après l'auteur? Il imagine des lampadaires solaires, par exemple. Et pour la touche locale, on mettrait dessus des motifs inspirés de l'artisanat de la ville. Bon, c'est pratique, c'est écolo avec le solaire, et ça rappelle l'identité locale. Voilà. C'est une solution qui coche des cases. Techniques, environnementales, culturelles. C'est déjà pas mal. Mais l'analyse dit que ça reste une réponse assez ponctuelle. Ça ne transforme pas grand-chose en profondeur. L'habitant reste un simple usager. D'accord. Et en face, il y a l'approche design engagé. Pour le même besoin, au même endroit. Là, ça change tout, non? Ah oui, ça change d'échelle et de nature.
On ne parle plus juste d'installer des lampadaires. L'idée serait plutôt un réseau d'éclairage. Peut-être éolien, vu le vent à Essaouira, un système modulable, interactif. Mais la vraie différence, elle n'est pas que dans la techno. C'est ça qui est intéressant. Exactement. La technologie, c'est un outil. La rupture, c'est que l'objet technique, le système d'éclairage, change de statut. Ce n'est plus juste un équipement installé par la mairie, ça devient une plateforme. Une plateforme. Pour quoi faire? Pour co-créer et apprendre, avec les jeunes de la ville principalement. L'article suggère que le projet lui-même pourrait devenir un chantier-école. Ah oui, je vois. Les jeunes pourraient participer à la conception, à la fabrication peut-être avec de l'impression 3D, ou en revisitant l'artisanat local, à l'installation, à la maintenance. C'est l'occasion d'apprendre des compétences techniques réelles sur l'éolien, l'électronique. On intègre l'éducation, la formation. Tout à fait. Et ça va même plus loin. Ce réseau d'éclairage pourrait aussi avoir une dimension culturelle narrative, par exemple, servir de support pour raconter l'histoire de la ville, diffuser des infos locales, réagir quand les gens passent. Et tout ça serait conçu avec les habitants, les jeunes. C'est l'idée. Pour que ça reflète leur vision, leurs besoins. L'objet technique devient un moyen d'expression collective, une expérience partagée. Donc on passe d'un truc juste fonctionnel ou décoratif à quelque chose qui raconte, qui crée du lien, qui forme. Voilà, c'est là qu'on voit la différence que pointe l'analyse entre une simple solution et une transformation plus systémique. L'approche classique, elle résout le problème de la lumière. L'approche design engagé, elle utilise ce besoin comme un prétexte, une opportunité pour lancer quelque chose de beaucoup plus vaste. Une sorte de développement local intégré, en fait. Précisément, on part d'un besoin basique, la lumière, et on en fait une occasion de mobiliser la jeunesse, de renforcer le lien social, de développer des compétences d'avenir, de créer un récit positif. Et potentiellement de créer de l'activité économique. Et la jeunesse n'est plus juste bénéficiaire. Non, elle devient moteur de la transformation de son propre environnement. L'impact est multiple. Technique, social, éducatif, culturel, économique. C'est ça le potentiel. C'est vrai que cet exemple d'Essaouira, il est très parlant. Mais l'article ne fait pas que présenter ce concept comme une belle idée. Il insiste sur l'urgence d'agir comme ça. Pourquoi cette urgence ? L'argument de Naïmei est assez direct. Cette Gen Z, elle s'informe, elle compare. Et avec ses attentes de sens, d'impact, elle ne va pas suivre passivement des chemins tout tracés si ça ne lui parle pas. L'article dit qu'ils évaluent ce qu'on leur propose aujourd'hui par rapport à l'avenir que ça dessine ou que ça empêche de dessiner. Ils ont déjà une vision des conséquences futures ? C'est un peu l'idée, oui. Et la conclusion, c'est que les projets publics, privés, qui n'arrivent pas à entrer en résonance avec cette quête de sens, de participation, d'impact, eh bien ces projets risquent juste de ne pas les motiver. Et donc de se priver de leur énergie, de leur créativité, de leur talent. Et dans un pays comme le Maroc, où la jeunesse est si importante démographiquement, ce n'est pas rien. Le risque, c'est une sorte de démobilisation, un désengagement. Oui, ou une fuite de cette énergie vers d'autres projets, peut-être ailleurs, qui leur semblent plus alignés avec ce qu'ils cherchent. C'est ça le point crucial de l'analyse. Ignorer ou minimiser ces attentes, ce n'est pas juste décevoir, c'est prendre un risque stratégique pour le pays, se priver d'un moteur essentiel pour l'avenir. Mais à l'inverse, les projets qui arriveraient à les engager vraiment. Cela pourrait devenir de vrais catalyseurs, selon le texte. En leur donnant un rôle actif, en répondant à leur quête de sens, ces projets pourraient libérer une innovation énorme et rendre les territoires plus attractifs. Pas seulement pour les jeunes d'ailleurs, mais pour tout le monde. Créer des environnements plus dynamiques. Voilà, plus inclusifs, plus tournés vers l'avenir. L'enjeu, c'est vraiment de passer d'une logique où on gère la jeunesse à une logique où on co-construit avec elle. Donc si on essaye de résumer l'idée forte de cette exploration, basée sur l'article de Madi Naïm, c'est un appel à changer un peu de logiciel, non ? Pour le Maroc en tout cas. C'est ça. Dépasser une vision du design et du développement en général qui serait juste axée sur le beau, le patrimoine ou la résolution technique de problèmes isolés, pour aller vers une approche où ce design engagé devient un outil stratégique, un outil de transformation sociale, économique, culturelle, et surtout un outil qui ne se fait plus pour la Gen Z, mais vraiment avec elle. En faisant de leurs attentes le sens, la participation, la transversalité, l'impact, le cœur même de l'innovation. C'est une très bonne synthèse, je trouve. Le potentiel, il est là. Considérer cette génération non pas comme un problème ou une cible, mais comme un vrai partenaire pour inventer l'avenir du territoire. C'est un changement de regard et de méthode.
Et peut-être pour élargir un peu au-delà du design et du cas marocain, ça pose une question plus générale, qui mériterait qu'on y réfléchisse chacun de notre côté. Comment les territoires, partout dans le monde, peuvent réussir ce passage? C'est-à-dire? Comment on passe d'une simple prise en compte des jeunes qui restent souvent symboliques, des consultations sans vrai pouvoir, à une vraie co-construction de l'avenir? Comment on transforme leurs attentes, qu'on voit parfois comme des contraintes ou des idéaux un peu naïfs, en leviers puissants d'innovation? Une innovation systémique qui profite à tous. C'est sans doute un des grands défis pour repenser nos territoires aujourd'hui.